On va commencer, je pense qu'on va, on va débuter de notre table ronde. Alors, comme c'est marqué sur l'écran, quel avenir pour les compacts numériques? Alors j'avoue que c'est un thème que j'entends régulièrement depuis quelques années. Moi je travaille dans la presse photo depuis pratiquement les années 2000. Et depuis 2005, c'est un thème assez récurrent. Les smartphones vont détrôner, les compacts d'entrée de gamme. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, tous les ans, qui ne se produit pas forcément. On verra peut-être dans les premiers chiffres, voilà, le marché du compact s'est jamais aussi bien porté depuis quelques années, même si maintenant il y a un petit prémisse dans un sens inverse. Donc moi je trouvais ça plutôt intéressant de venir parler de l'avenir de ces compacts numériques, parce que depuis quand même quelques temps, il y a des petits signes qui montrent clairement une évolution en fait de l'usage de la photo. Alors moi je mettrais en exergue 2 points. Il y a, je dirais, Facebook en premier qui a changé un peu radicalement notre manière de consommer la photo. Et après je dirais qu'il y a également Apple, donc là je commence pas par Nokia, mais Apple avec les iPhones qui a quand même sacrément démocratisé la prise de vue avec les smartphones. Il y a eu la version 4 qui est arrivée avec une qualité d'image qui était quand même vraiment impressionnante. Donc on sent qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger. Et donc je voulais vous convier. Donc là j'ai invité 4 personnes. Hop, voilà. Donc j'ai Fabrice Abuaf au son, donc qui est chef produit chez Fujifilm, qui s'occupe des compacts et notamment de la série X Premium. Voilà. Il y a également Jérémy Hoffman, donc chez Olympus, chef produit compact. J'ai également invité Jacques Aymon, qui est journaliste, qui va commencer déjà par nous défricher un peu le marché compact et smartphone. Et j'ai également Xavier Dehort, qui est responsable de la communication chez Nokia, et on va pouvoir parler de vos dernières nouveautés. Alors, Jacques, je pense que tu peux peut-être nous faire un petit point marché sur les compacts et les smartphones. Oui, bonjour. On va essayer de dresser très rapidement la situation du marché sur le monde de la photo. On est aujourd'hui en 2012, dans une situation où finalement les pays occidentaux ont atteint le seuil de saturation sur les appareils de prise de vue compacts, qui se traduisent évidemment par une légère baisse des ventes. Passons la suivante. Cette baisse des ventes n'est pas généralisée, et évidemment l'innovation que les marques photo ont pu introduire au cours des 3 dernières années, notamment autour des compacts à objectifs interchangeables et des fonctions vidéo autour des réflexes, ainsi que tous les grands capteurs, le cap tiers notamment, a permis finalement de faire naître des catégories d'appareils de niche le plus souvent, mais qui progressent très fort, avec évidemment, comme vous l'avez vu, des saturations de marché, puisque là on parle de taux de possession d'appareils photo. La suivante. Donc comme je vous le disais, ça se traduit, puisque les compacts arrivent sur des marchés en saturation, par une légère baisse. En France, on estime qu'on aura une baisse de 7%, peut-être un petit peu supérieure, mais comme ça représente 80%, 81% des ventes d'appareils, évidemment, ça impacte très fortement l'ensemble du marché. Alors, dans cette situation, dans ce contexte, la suivante, alors, vous voyez, on a des phénomènes qui sont évidemment sont pas tous baissiers, et qui finalement autour des systèmes de prise de vue à objectifs interchangeables, les systèmes action cam, les systèmes avec zoom très puissant, les bridges, les croissances sont encore élevées. Donc en fait on a un phénomène d'entraînement lié aux compacts, notamment les compacts d'entrée de gamme, qui eux évidemment les foyers en sont multi-équipés depuis quelques années, donc les baisses de vente entraînent un peu le reste. Mais pour le reste, on a des chiffres qui sont un peu impressionnants sur la droite, notamment sur les DSLR, on a une baisse très importante.
européenne, mais c'est lié au phénomène qui s'est déroulé l'année dernière, phénomène de catastrophe climatique et du tremblement de terre, du tsunami qui a ralenti l'approvisionnement des marchés, mais c'est un épiphénomène qui ne se retrouve pas de façon systémique. La suivante. Là-dedans, évidemment, on se retrouve avec, à côté des smartphones qui, comme vous le voyez, sont près de 80% de taux de possession, donc qui pénètrent partout dans tous les foyers, qui sont des objets personnels, et en plus de ça, des objets statutaires pour la plupart des gens. Et pour situer les choses, le marché du téléphone doté de fonctions de prise de vue au monde sera de l'ordre de 560 millions de pièces cette année pour 134 millions de pièces en matière d'appareils photo. Donc on voit le rapport qui fait qu'il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler photo sans parler smartphone. On va continuer. Alors, les usages, c'est là où c'est... Alors, je ne suis pas encore dans les usages. Vous voyez, pour la France en particulier, en 2011, ça c'est les chiffres qui sont issus de GfK, on avait, pour les seuls téléphones, 21 millions de dispositifs de prise de vue vendus par an, pour à peu près 5 millions d'appareils photo. Donc vous voyez le rapport, on est de 1 à 4 environ. Et il reste toujours une petite frange d'appareils de téléphones non dotés de fonctions de prise de vue. Mais elle est au l'ordre mondial de 4 à 5% seulement. La suivante. Les usages, ce qui concerne, c'est beaucoup plus intéressant d'examiner finalement les bénéfices que les gens peuvent tirer de ces appareils de prise de vue, qu'ils soient de ces dispositifs de prise de vue, qu'ils soient téléphone ou appareil photo. Et on s'aperçoit évidemment que le smartphone ou le téléphone avec système de prise de vue est beaucoup plus utilisé, et notamment ceux qui ont une fonction de liaison Internet, notamment permettant d'envoyer des images. Les compacts, comme les bridges et réflexes, sont utilisés une fois tous les 15 jours, par exemple pour les réflexes, pour 59% des gens, ce qui correspond à des chiffres extraordinaires. Il y a une espèce d'exubérance en matière de prise de vue qui reste quand même extrêmement forte. Voilà, la suivante. Pour le nombre de prises de vue, et là on aurait tendance à imaginer que le smartphone étant utilisé, ou les téléphones étant utilisés tous les jours, font beaucoup de photos. En réalité, on reste sur des chiffres, disons de 1 à 4, une photo prise par smartphone, 3 photos prises par appareil photo. Aux États-Unis actuellement, qui sont un petit peu en avance par rapport à nous, 27% des prises de vue sont réalisées avec des smartphones, avec des téléphones. Voilà. Donc pour mieux situer les choses, évidemment, le nombre de prises de vue réalisées avec ces téléphones est en hausse légère. Et du côté, comme on le voit, du côté des... Puisque là, on a 3 années, on a 2009, 2010, 2011, on s'aperçoit qu'on a une stabilisation du nombre de prises de vue réalisées avec les appareils, les 3 familles d'appareils qui étaient jusque-là recensées. Voilà, la suite. Alors, par contre, évidemment, dès qu'on se déplace dans le monde des communications et des réseaux sociaux, on a une physionomie carrément différente. Même si on a un rapport de 1 à 4 en matière de prise de vue, on s'aperçoit évidemment pour Flickr, qui est identifié comme quand même un site d'amoureux de la photographie, et où le centre d'intérêt est véritablement le contenu photographique, on s'aperçoit, ça c'est les chiffres du mois dernier, que j'ai extraits hier soir, eh bien que les téléphones qui ont une fonction photo qui a été très bien marketée par Apple arrive en tête, bien avant d'ailleurs, les réflexes qui font 4 fois plus de photos que... Voilà. Donc on se retrouve évidemment avec des usages beaucoup plus visibles, et c'est là où je veux en venir, avec un bénéfice d'usage qui est associé à la transmission, qui évidemment donne la main au smartphone, indépendamment des qualités des smartphones qui sont en train d'augmenter et de rivaliser évidemment avec les très bons appareils photo. Voilà, je crois que c'est la dernière dia. Ah, c'est ça. Voilà. Alors moi maintenant j'aimerais peut-être
interroger les constructeurs, parce que donc, on dit souvent donc, que le compact d'entrée de gamme est mort, entre guillemets, mais je crois que pour vous, quand même, ça reste sur des volumes assez intéressants. Je ne sais pas, Fuji ou Olympus qui veulent débuter. C'est vrai que même si effectivement, il est vrai que même si le marché compact régresse depuis le début d'année, il ne faut pas oublier que sur un marché global photo qui fait 4,8 millions de pièces, c'est la projection à fin 2012, le compact fait quand même 3,8 millions, donc ça reste 80% des volumes. Et effectivement, la part des produits, comme le disait Renaud, à l'entrée de gamme régresse. Ça représente environ 50% des volumes de vente sur le marché. Et il est vrai que du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher d'autres leviers pour créer de la valeur et aller chercher justement un regain de croissance sur ce marché. Chez Fujifilm, c'est la même chose un peu? Alors Renaud, juste pour dire que je ne suis pas chef produit compact, hein. Je me fais le porte-voix de Jérôme Skriniak, qui est chef produit compact et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui le marché est extrêmement saturé dans les compacts. On sait que les prix moyens des compacts a baissé beaucoup aussi. Donc on devient sur des produits peu chers, limite c'est du consommable. Et c'est vrai que l'intérêt sans doute baisse, alors que sur les smartphones qui sont encore payés aujourd'hui par les abonnements, hein, on voit aussi que c'est comme ça aussi qu'on peut avoir un appareil à 500 € par exemple assez facilement, on paye son abonnement, qui ont des fonctions photo très développées. Aujourd'hui, on a vu un iPhone 4, un iPhone 4S, donc prend le pas. Je pense que c'est aussi une nouvelle photographie. Je pense qu'il faut aussi additionner les deux pour voir la croissance du nombre de photos réalisées et que ce sont de nouveaux photographes qui en font un usage beaucoup plus social et que je dirais les possesseurs des autres appareils réflexes ou autres compacts viennent s'ouvrir grâce à cette photo sociale et postent aussi en même temps que les photographies des téléphones. Après, c'est clair qu'il y a un repositionnement, notamment que nous, on commence à faire depuis quelques années, sur du compact peut-être moins entrée de gamme, plus spécifique, plus expert, pour répondre à une attente un peu différente du consommateur, parce qu'on voit très nettement qu'il y a le consommateur d'images quotidiennes, qui n'attend pas forcément une qualité énorme de l'image, mais malgré tout quand même quelque chose qui puisse publier, suffisamment lourd pour éventuellement imprimer, mais on sait très bien que c'est en perte de vitesse. Et puis, il y a des personnes qui veulent faire de la photo et que de la photo. Ils ne veulent pas téléphoner avec leur appareil photo. D'accord ? Et effectivement, ça, ce sont des nouveaux clients qui scindent bien les deux, qui veulent avoir un appareil pour faire de la photo et un appareil pour téléphoner, même si leur téléphone fait de la photo. Voilà. Donc, c'est clair qu'effectivement, vraisemblablement, nous, on a cette orientation-là, d'essayer de proposer des produits, d'ailleurs des produits à valeur, qui sont un petit peu plus chers, qui ont un peu plus de technologie et qui sont un peu plus exclusifs. Je vais me retourner vers Xavier, parce qu'on parle de technologie beaucoup. Chez Nokia, il y a eu pas mal de nouveautés photo. C'est quelque chose, c'est un axe de développement très très important. Il y a eu le N808 avec ses 40 millions de pixels qui a quand même marqué un peu les esprits. Moi, je sais que sur Focus Numérique, je ne vais pas hésiter à le confronter au Nikon D800 et franchement c'était assez bluffant. Là il y a encore deux nouveaux produits qui sont très orientés photo. On voit que les fabricants de smartphones cherchent vraiment un axe photo. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Merci. Oui, chez Nokia la photo est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que la meilleure photo que vous allez faire, c'est peut-être pas la photo la plus technique, la plus belle, mais c'est celle que vous pouvez faire à l'instant T au moment où il faut faire la photo. Et donc pour ce faire, il vaut mieux avoir un smartphone dans votre poche parce que vous l'avez toujours dans votre poche. Et nous, ce que l'on a fait, on a mis des très beaux capteurs. Vous savez qu'on travaille avec Carl Zeiss sur l'optique. On a un accord d'exclusivité pour les smartphones avec Carl Zeiss. Donc nos ingénieurs ont travaillé avec Carl Zeiss à développer le meilleur objectif photo que l'on puisse intégrer dans un smartphone. Donc on l'a fait dans le Nokia 808 PureView avec 41 mégapixels, malheureusement avec notre ancien système d'exploitation qui s'appelle Symbian. Et là, cette année et dans quelques semaines, on arrive avec un Nokia Lumia 920 qui va réutiliser la technologie qu'on appelle PureView, qui est un ensemble d'algorithmes développés par les ingénieurs de Carl Zeiss et les ingénieurs de Nokia,
qui fait un traitement de l'image dans lequel on a mis une superbe optique. D'abord pour de la prise de photos en milieu sombre, mal éclairé. Ça, vous allez voir déjà, il faudra faire des tests, mais vous allez être bluffé par la qualité des photos. Et en plus, on a rentré dans le smartphone et sur l'optique un stabilisateur d'image. Donc là, je parle de vidéo, on n'en a pas beaucoup parlé pour le moment, mais nous, on va vous permettre d'avoir une véritable Steadicam dans la main et de faire des films vidéo sans bouger, sans trembler, parce qu'il y a un stabilisateur d'image. Voilà. Alors, vous citez l'exemple de Flickr sur cette slide-là. Nous aussi, nos photos, elles sortent vers l'extérieur. Comme on est avec Microsoft, elles sortent plutôt en milieu fermé sur SkyDrive, qui est la solution de stockage de Microsoft. Mais on a aussi toutes les interfaces pour aller vers Flickr, pour aller vers Facebook, pour aller vers Twitter. Et dans notre technologie PureView, on prend des fichiers qui sont relativement gros, mais qu'on sait interpréter pour envoyer sur les réseaux sociaux des fichiers plus légers, de moins bonne définition. Mais vous aurez toujours la photo originale dans votre smartphone Nokia et vous pourrez ensuite la rapatrier sur votre PC. Donc en fait, stratégiquement, les constructeurs de compacts, comment est-ce que vous voyez l'avenir? C'est quoi les solutions pour essayer d'endiguer la montée des smartphones, Fuji, Olympus, Fuji. Alors, en restant très humble, endiguer, ça va être difficile, parce qu'effectivement, on est sur des volumes de vente qui sont quand même très importantes, et comme disait très justement, on a toujours un smartphone dans la poche. En tout cas, on a de plus en plus un smartphone dans la poche. De plus en plus. Voilà, oui, on est d'accord. Et effectivement, très justement, voilà, est-ce qu'il faut lutter? Voilà, il faut observer. Je ne sais pas s'il faut lutter, c'est vraiment l'usage. Moi, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Beau, hein. Une fille de 14 ans qui a gagné un peu d'argent cet été, qui voulait absolument s'acheter un bel appareil photo, alors qu'elle a les Nokia qu'elle veut pour faire des photos. Et elle m'a fait des pieds et des mains pour aller m'acheter. Alors bon, c'est pas une des marques qui est présente sur la scène, mais elle s'est trouvée sur eBay un Sony Reflex, très bien, 10-12 mégapixels. Et voilà, et ça fait partie de son plaisir de faire des photos artistiques, de prendre son temps, de dire je vais faire des photos pendant les soirées avec mes copines et les week-ends. Et alors que l'autre usage est d'avoir son smartphone et de faire des photos quand on en a besoin, au moment où on en a besoin, très rapidement. Alors donc c'est effectivement un peu là où je voulais en venir. Merci beaucoup. La courtoisie est des deux côtés. Non, c'est vrai que bon, moi j'aime bien un site internet que je ne citerai pas, qui s'appelle l'Internaute, sur lequel on lit un certain nombre de petits sondages auxquels participent sans doute des fois plus de 1000 personnes, donc ça devient significatif. On remarque à la question, voilà, quel appareil photo emmèneriez-vous en vacances? Bon, le réflexe est devant, ensuite c'est le compact, après c'est l'hybride et en dernier c'est le téléphone portable. Donc c'est vrai que ce sont des usages photographiques différents. Alors comment on peut, je dirais, lutter, sans lutter bien sûr, mais essayer de faire en sorte de pouvoir faire que l'appareil photo soit communicant? Il y a plusieurs façons, hein. Il y a le rendre communicant, en lui mettant carrément une puce pour pouvoir communiquer comme un téléphone, voilà, en le mettant sous Android par exemple, ou alors tout simplement en le faisant communiquer avec un smartphone. C'est-à-dire que l'appareil photo devient accessoire, non pas d'un ordinateur, mais d'un téléphone portable qui lui est connecté directement. Donc ça, aujourd'hui, ces solutions, je pense que un peu toutes les marques les explorent. Voilà, à voir est-ce que, effectivement, parce qu'on multiplie le nombre d'appareils, ça fera un appareil photo, un smartphone connecté au réseau. Voilà, ce sont des ouvertures pour essayer de répondre un peu à toutes les demandes. Mais je pense vraiment qu'effectivement, autant le téléphone portable va être utilisé, autant quelqu'un qui aura soit un Nokia dernière génération, soit un iPhone 5, soit un iPhone 4S, et qui va partir en vacances, va vraisemblablement quand même emporter un appareil photo, qui sera peut-être pas forcément le compact bas de gamme, mais un compact intermédiaire, quelque chose avec lequel il va se retrouver dans simplement une atmosphère de prise de vue, photo ou vidéo d'ailleurs, mais vraiment pour se concentrer là-dessus. Et effectivement, on a cette perception un peu différente. Maintenant, c'est clair que la nouvelle génération, qui est connectée à 100%, elle peut-être va rester sur le smartphone et cette qualité d'image lui suffira. Et est-ce qu'on peut imaginer aussi d'autres axes en fait, de développement? Moi, je pense à tous les compacts qui ont des zooms maintenant vraiment impressionnants, des choses qu'on ne voyait pas encore, des zooms x16, x18, x20. Il y a aussi toute la tendance ça c'est Olympus qui pourrait peut-être plus en parler, de tout ce qui est compact baroudeur, étanche. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas encore trop sur les smartphones. C'est vraiment des spécificités. C'est vrai, j'allais y venir. Les compacts baroudeurs d'un côté et les super zooms de l'autre sont effectivement deux segments qui nous permettent justement d'aller chercher de la valeur et encore une fois de répondre à d'autres besoins que les smartphones
ne pourront pas répondre auprès des consommateurs. Sur les compacts baroudeurs, c'est un segment de marché qui est vraiment en pleine croissance. Ça a quasiment doublé depuis l'année dernière. Et il est vrai que Olympus est leader sur ce segment. On a aujourd'hui 4 produits avec notamment des compacts experts. Et là, je rejoins les dires de Fabrice. On va proposer vraiment une belle qualité photo, adaptée à des situations d'aventure, de canyoning, d'escalade, etc. Il n'y a plus de crainte en fait à casser son smartphone ou à casser son appareil, puisqu'en fait, c'est des appareils qui sont étanches, qui résistent au choc. Donc là, on va vraiment au-delà en fait de l'usage traditionnel d'un appareil photo, en proposant des usages supplémentaires. Et le deuxième axe, effectivement, c'est les appareils qui ont des zooms puissants. Moi, j'appelle zoom puissant les zooms qui sont au-delà de 12 fois. Et c'est aussi un segment qui est en pleine croissance et qui plaît de plus en plus aux consommateurs, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce produit nomade avec un zoom puissant et très léger. Et aujourd'hui, on y répond chez Olympus avec toutes les gammes, effectivement, SZ, etc., qui nous permettent d'aller adresser ces autres consommateurs. En fait. Alors moi, j'avais encore une petite question pour Xavier. Toutes ces recherches en fait sur la photo, est-ce qu'on a atteint fin des limites? Parce que on parle de zoom justement, de qualité d'image. On a des produits qui commencent à devenir très très chers. Lorsqu'ils ne sont pas subventionnés par un opérateur, ça fait quand même largement plus cher qu'un compact. On est aux alentours de 600 € chez Nokia, donc on est un peu moins cher que la marque citée sur la slide. Oui. Je ne saurais pas vous dire sur la R&D en matière d'optique, mais là où on va bien améliorer les choses, c'est sur les applications et donc les choses à la Instagram. On a par exemple CNN qui a développé une application de reporter en direct. On est en train de travailler avec des médias français qui permettraient directement de publier, par exemple, je pense à BFM, des photos de mon smartphone si je suis témoin d'un accident ou de quoi que ce soit, d'un événement. Donc autour des applications, il y a beaucoup de choses. On a fait de la photo panoramique, on a fait de la photo en 3D. Et il y a plein d'applications qui arrivent, même développées sous Windows Phone. Et aujourd'hui, moi j'ai dans mes mails des journalistes, reporters d'images qui me disent: Xavier, je voudrais un Nokia Lumia 920 tellement la qualité va être bonne. Ça va me permettre de faire des reportages un peu en douce ou dans des conditions mauvaises ou dans des pays où c'est pas facile d'arriver avec une caméra et tout le Bataclan. Voilà, donc aujourd'hui on est passé au stade professionnel avec son smartphone. Donc effectivement, pour peut-être terminer, moi j'ai un peu l'impression qu'effectivement il y a une espèce de complémentarité entre les deux univers. C'est pas forcément justement une guerre acharnée, mais c'est vrai que chacun développe son petit côté, son univers photo, peut-être plus instantané avec les smartphones, peut-être plus recherché avec les compacts. Effectivement, est-ce qu'on va vraiment aussi dans le monde photo compact développer tout ce qui justement facilité d'emploi, applications nouvelles comme les apps sous Android ou sous iOS? C'est des choses sur lesquelles vous pensez que ça va arriver? Alors, sans pouvoir lire l'avenir, bien sûr, je pense qu'effectivement, on va tous plus ou moins essayer d'aller voir un peu ce qui se passe avec des appareils photo, avec des applications connectées, on va dire, comme des téléphones. Mais je pense effectivement plus que par la quantité et le volume de smartphones qui sont sur le marché actuellement et qui vont encore arriver, peut-être qu'on va dire que le marché des compacts pas chers à zoom 4 fois va peut-être prendre un petit peu cher, comme on dit, parce qu'effectivement, même si on ne parle pas de zoom encore sur l'objectif, pour des raisons forcément de dimension, d'encombrement, mais on parle de 40 millions de pixels. Donc on essaye de trouver des solutions pour faire comme s'il y en avait un, mais effectivement à un moment donné il y aura quand même malgré tout des limites. Et c'est là qu'effectivement on voit que notamment chez nous, Fiji, on est très très bien placé sur du bridge, hein, on a une gamme de bridge qui se vend très très bien et qui ont des zooms, donc tu disais, supérieurs à 12 fois en permanence. Donc on sent qu'il y a un repositionnement du client, hein, qui veut quelque chose de différent, donc qui veut en général quelque chose de malgré tout compact, mais qui fait un zoom puissant, soit compact expert high zoom, soit carrément bridge, un tout en un. Et c'est vrai que là pour le coup, le smartphone pour l'instant
Et à mon avis, même pour l'avenir, si on veut rester dans des capacités décentes, ça va être difficile. Il y a un problème technique de fabrication d'objectifs. À moins qu'on arrive à fabriquer des lentilles holographiques, hein, on connaît la technique. Pour l'instant, ce n'est pas encore de qualité optique suffisante. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, il y aura sans doute une adaptation qui va se faire. Je pense qu'il y a un peu le temps de voir venir, et je pense qu'il y a encore des gens pour avoir les deux, pour avoir un appareil photo standard, même de zoom normal, et un téléphone. Voilà, il y a encore peut-être entre justement, enfin, pour du partage après, parce que c'est vrai qu'on est sur des générations qui veulent communiquer instantanément, enfin, leurs images. Alors la nouvelle génération veut communiquer. Ma génération, ça dépend. Je suis pas si vieux que ça. Et la génération de mes parents ne veulent pas communiquer. En moyenne. Donc voilà, donc effectivement, si on regarde la courbe de vie, à un moment donné, il y aura forcément un basculement. J'espère pas tout de suite. Voilà, mais disons que je pense que ce mouvement, je dirais, d'évolution de marché, il sera lent. Hein, il sera pas forcément, ça va pas être demain ou l'année prochaine un effondrement de 30 ou 40% du marché des compacts. Voilà, je pense que le marché est mouvement, il s'adapte, son prix se modifie et les marchés évoluent en parallèle et petit à petit vont un peu se mélanger. Jacques, peut-être un mot pour finir, ou on laisse la parole à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour nos intervenants sur le thème. Sinon, Jacques, peut-être un mot pour finir Oui, ce qui s'est passé à la Photokina dernièrement montre bien les voies, hein, les deux voies qui sont aujourd'hui qui prévalent, hein, tout sur cet univers photo, hein, à savoir la très haute qualité, hein, qui est en général la valeur qui est mise en avant par les fabricants, très haute qualité, en montant évidemment sur des niveaux de résolution extrêmement élevés, avec des objectifs de très haute qualité, jusqu'à délivrer de l'hyper qualité, hein, pour justement les photographes en recherche d'excellence. Et puis on a la connectivité, qui est le deuxième axe vers lequel les marques photo vont forcément se convertir, pour une simple raison, c'est que les bénéfices d'usage liés à la connectivité vont apporter tellement de choses pour le bénéfice social, simplement pour le partage, mais également tellement d'avantages en matière de reconnaissance, d'identification, de qualification des sujets, d'amélioration de qualité en fonction de ce qu'il y aura devant l'objectif, que tout ça supposera, à une échéance de 5 à 10 ans, que tous les appareils soient connectés, tandis que du côté des fabricants de smartphones, une recherche incroyable autour des objectifs pour qu'une rupture technologique se fasse autour des lentilles, de la fabrication des optiques, rupture qui est annoncée, mais qui ne viendra pas avant 5 à 10 ans. Voilà. On a le temps donc de voir venir. Merci. Des questions peut-être dans la salle? Bonjour, je m'étonne en fait à chaque fois de constater que la montée en puissance des smartphones est constatée et semble inéluctable, et aucun constructeur historique de la photo n'a encore proposé de smartphone. C'est-à-dire qu'il y a bien Panasonic qui a fait une expérience, mais qui l'oriente pas du tout photo. Est-ce qu'un jour, les marques traditionnelles photo vont s'intéresser justement à aller vers ce petit compact qui téléphone et au lieu d'intégrer Android sur un appareil et se contenter de la fonction d'usage d'appareil photo, aller un petit peu plus loin quand même, et voilà, qu'il y a un partage des pouvoirs peut-être. Je pense qu'une marque photo telle qu'Olympus ou Fuji va d'abord se focaliser sur la qualité photo dans ses boîtiers. C'est vraiment l'essence même de ce type de société. Après, effectivement, il faut prendre le virage, comme vous le dites, de la connectivité et de rendre les photos en partage sur les réseaux, etc. Ça commence déjà avec l'intégration du Wi-Fi ou des cartes flasher sur certains appareils, et du coup de pousser le partage dans ce sens en fait. Après, le généraliser sur toutes les gammes, je ne sais pas. Votre question, elle est incroyablement pertinente, et c'est la question de demain et d'après-demain et d'après-après-demain, forcément. Je pense que c'est une question de métier, hein, clairement, et c'est une question d'enjeu.
les volumes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est expert en fabrication d'appareils photo, on n'est pas forcément expert en fabrication de téléphones, en, je dirais, exploitation de réseau ou autre. Et en application, en applicatif, en communication. Donc c'est vrai que c'est une histoire de métier. On va essayer, enfin, je ne suis pas non plus devin, mais de faire le mieux possible ce qu'on sait le mieux faire aujourd'hui, c'est-à-dire de promettre quelque chose qu'un smartphone ne peut pas encore promettre aujourd'hui. C'est-à-dire une grande qualité d'image, une expertise technique aussi bien dans le zoom que voilà, une extrême qualité d'image. On va petit à petit, je pense, s'ouvrir vers la connectivité, mais de là à demain se dire qu'on va pouvoir concurrencer un Nokia, on va pouvoir concurrencer un Apple dans les volumes de vente et les volumes de fabrication, je pense que c'est compliqué comme enjeu et très dangereux. Donc voilà, je pense que les avancées vont être lentes, elles vont être prudentes. Forcément, il y aura des marques qui vont y aller directement. Est-ce que ça va être un succès ou pas? C'est très compliqué de pouvoir voir comment est-ce que vous achèteriez un téléphone Fujifilm. Non, mais c'est une vraie question. On n'a pas forcément de réponse aujourd'hui à ça, ou un téléphone Olympus, d'accord? Peut-être que oui, mais peut-être que l'image de marque associée aussi, elle est tellement trop photo, tellement trop image, que ça passera peut-être pas dans les usages et on pourra peut-être pas lutter dans un marché où au final il y a quand même un certain nombre d'acteurs, de gros acteurs qui sont très puissants. Donc voilà, on va dire que stratégiquement, je pense que la prudence est de mise. Aujourd'hui, le marché est difficile dans tous les domaines. Donc voilà, donc il y aura sans doute des percées, mais ça ne fera pas être une avalanche des deux mains, de mon point de vue personnel. D'autres questions? Non. Bah écoutez, merci messieurs d'être venus débattre.